le Gabon. Alors hier, vous avez eu justement à être dans l'introduction de l'intelligence artificielle, donc savoir ce que c'est, son utilité, comment elle a été créée, quelle est l'IA qui est le plus utilisé, par exemple. Mais aujourd'hui, on attaque une partie bien plus concrète, car l'IA, c'est tout simplement ce qu'on appelle du data-driven. Donc, l'IA, c'est tout ce qui est conduit par la donnée. Donc, aujourd'hui, la donnée qui est le pétrole du nouveau monde, donc du 21e siècle, on ne peut pas parler d'IA sans parler de données. On ne peut pas parler d'IA, on ne peut pas faire de l'IA sans justement parler de données. Donc, il est vraiment important de revenir justement aux bases afin de comprendre c'est quoi la data, plus spécifiquement, c'est quoi la data au niveau du domaine éducatif, comment l'utiliser pour prendre des décisions, comment l'utiliser pour l'adapter justement dans notre pédagogie, comment l'utiliser pour analyser justement les étudiants, l'école et bien encore. Donc, on va commencer justement par le contenu du cours. Je vais vous le présenter. Donc, pour le contenu, on aura quoi? Nous aurons l'introduction et les enjeux. Après, quand on sait comment utiliser la donnée, on saura justement comment utiliser l'IA de manière plus optimale. On sait qu'aujourd'hui, nous vivons dans une vraie révolution et surtout au niveau de l'éducation aussi. Donc, notre mission encore ce soir, utile. Donc, vous verrez comprendre et c'est une obligation pour tout le monde de comprendre l'utilité de la data parce que justement, on rentre justement dans l'ère de l'intelligence artificielle, de l'utilisation de l'intelligence artificielle au quotidien, dans les cours et bien encore, même au travail. Donc, c'est à la portée de chaque enseignant pour mieux suivre ses élèves et prendre des décisions plus éclairées. Donc, sans plus attendre, j'espère que tout le monde est prêt. Je ne sais pas si vous avez des stylos, des bics, des feuilles pour prendre des notes. C'est à vous de voir. Donc, pour la partie 1, introduction et enjeux. Déjà, pour les objectifs pédagogiques, justement, à la fin de cette session, vous saurez ce que signifie culture de la data et pourquoi elle devient essentielle dans nos écoles. Reconnaître les différents types de données scolaires et savoir comment les exploiter. Saisir le lien justement entre données et outils d'intelligence artificielle, utiliser les données pour améliorer vos pratiques, prévenir des difficultés et valoriser vos élèves. Prendre conscience justement des grands enjeux autour de la protection et l'éthique des données. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai pu vous le résumer ici en 5 points, que de toute façon, vous aurez le document à la fin du cours et vous aurez le temps de relire. Partie 2, comprendre la donnée et la culture de la donnée. Alors, évidemment, je suis parti sur le jargon utilisé dans le monde numérique. Après, principalement, vu que c'est l'anglais, j'ai mis data. Donc, data, c'est tout simplement la donnée. Je pense que tout le monde le sait. Qu'est-ce qu'une donnée éducative? Mais avant de parler de données éducatives, on va se pencher justement sur ce qu'est la donnée de manière générale. De manière générale, la donnée donc est une information brute. L'information brute, c'est tout de pouvoir normalement analyser une situation. Une situation. Dans le contexte de l'éducation, une information brute, concrète et mesurable sur les élèves, leur travail ou la classe. Par exemple, la note a un contrôle, la présence, le temps passé sur un exercice, ces données existent déjà dans nos pratiques. Donc,
ce que nous allons apprendre, c'est comment les utiliser efficacement. Le cycle de vie, pour le cycle de vie d'une donnée, donc il faut savoir que la donnée, justement, pour la comprendre, on va la collecter. Le cycle de vie commence justement par la collecte de la donnée, comprendre pourquoi on la collecte déjà, savoir d'où elle vient. Une fois que l'on l'a récoltée, je prends exemple avec les cours que nous faisons aujourd'hui, ou même encore les devoirs. Les notes des élèves peuvent être justement des données importantes pour les professeurs afin de pouvoir les stocker, les nettoyer, les comprendre. On ne va pas partir sur la base très technique, mais juste les comprendre comment un élève peut évoluer, comment un élève peut s'adapter justement mieux à notre cours ou juste, tout simplement améliorer notre pédagogie vis-à-vis d'une certaine classe. Avec les données, on peut même analyser le niveau d'une classe et savoir qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour justement améliorer son niveau, qu'il soit faible ou pas. Comment le garder stable, comment l'améliorer, comment éviter justement qu'une personne soit en retard vis-à-vis de l'autre. Alors, la donnée et l'IA combinées ensemble nous permet justement de gagner en productivité, en gain de temps surtout. Donc, il y a plusieurs étapes, comme je l'ai dit. On collecte, on organise, on analyse, on utilise pour agir et enfin, on protège ou supprime si nécessaire. Savoir où l'on est dans ce cycle aide justement à être plus efficace, plus rigoureux et à respecter surtout la vie privée. La culture de la data. Alors, quand on parle de culture de la donnée, c'est apprendre à lire, comprendre, critiquer et communiquer avec les données, tout simplement. Cela veut dire savoir détecter les tendances, remarquer un élève, par exemple, qui décroche ou constater une progression. Tout ceci est vraiment important dans le cadre justement de l'amélioration et surtout de l'amélioration continue. Les bénéfices justement de la culture de la data, que ce soit pour les enseignants, pour les élèves. Déjà, pour les enseignants, c'est un vrai levier. On adapte les cours selon les besoins réels, on mesure l'efficacité des méthodes appliquées pendant les cours, on aide plus vite les élèves en difficulté. Et pour les élèves, ça développe la curiosité, l'esprit critique et prépare tous au métier du futur. Parce que je ne vois pas aujourd'hui un domaine où la culture de la data ne serait pas important. Il faut que l'on s'introduise ça dans nos têtes afin que l'on puisse comprendre qu'est-ce que l'on peut déjà avec les données du passé, parce que récolter la data, c'est toujours, supposons, j'ai cours aujourd'hui, j'ai fait un devoir, j'ai pris les notes. Une fois les notes sont faites, je récolte ces données et au fil du temps, c'est des données que je vais pouvoir analyser pour comprendre justement les tendances, savoir comment est-ce que la classe évolue sur un certain sujet. L'approche data, l'approche qui est conduite par la donnée dans le domaine de l'éducation, c'est une démarche où les choix pédagogiques ne reposent plus seulement sur l'intuition ou l'expérience, non, mais vraiment penchés sur la data, genre la donnée, mais aussi sur l'observation objective. Donc, cela permet d'être plus juste, plus transparent et de s'améliorer en continu. Parce que, évidemment, aujourd'hui, quelqu'un qui possède la donnée, c'est quelqu'un qui possède une information concrète. Et avec une information concrète, on tire des solutions concrètes aussi. Alors, bénéfices clés, comme vous pouvez voir, personnalisation de l'apprentissage, intervention précoce, optimisation des ressources, transparence et responsabilité. Pour éviter justement aussi ce qu'on appelle la rétention d'informations. Ce serait important. Partie 3, données éducatives et learning et apprentissage analytique. Alors, évidemment, l'objectif du cours aussi, comme je veux bien le préciser, l'objectif du cours est de nous faire comprendre que tout le monde aujourd'hui est censé être un peu analyste de données. Donc, récolter la donnée, c'est le point le plus important justement avant d'utiliser l'intelligence artificielle, de la combiner aux données. Les données, dans un premier temps, servent à être collectées, stockées, nettoyées comme on veut, afin de pouvoir analyser. Dans les analyses,
on se rend compte justement de certaines choses qui nous permettent de prendre des décisions éclairées. La donnée, c'est comme on dit, hein, c'est la matière première du numérique. Et aujourd'hui, on rentre dans un monde hyper connecté, hyper numérisé. Donc, on doit s'atteler justement à avoir cette culture de la donnée, ce qui nous permet de comprendre plus en profondeur, par exemple, comme je vais toujours me pencher là-dessus, plus en profondeur un étudiant, un enseignant même. Comment est-ce que l'enseignant lui-même fait ses cours? Quelle est la pertinence justement de son sujet? Est-ce que les étudiants s'adaptent bien à son cours? Et cela, justement, ces données sont souvent récoltées aujourd'hui, si je prends l'exemple dans les universités, par des formulaires qui sont donnés après qu'un module soit fini. On distribue des formulaires numériques que les élèves remplissent afin de noter justement le cours pour voir quelle est la tendance justement de ce cours vis-à-vis des élèves. C'est des informations justement que l'on récolte qui nous donnent justement de la pertinence afin de savoir quelle décision prendre vis-à-vis du cours, de la pédagogie, mais aussi au niveau de l'enseignant, parce que tout le monde est impacté. Donc, données éducatives et apprentissage analytique, les données scolaires sont variées. On a les notes, les travaux rendus, les retards, participation aussi, les infrastructures. Les formations des enseignants aussi font partie de toutes ces données éducatives. Tout cela constitue donc une cartographie qui peut révéler des forces et des points à améliorer. J'ai pu lister quelques points sur les données des élèves, la démographie par exemple, l'âge, le genre, les données académiques, les données comportementales, les données socio-économiques, bien sûr si autorisées parce que nous restons dans l'utilisation éthique de la donnée. Au niveau des enseignants, c'est formation initiale et continue, les années d'expérience, la matière enseignée et la méthode pédagogique employée. Au niveau des établissements, on a les infrastructures disponibles, le ratio des élèves, donc le nombre d'étudiants et d'enseignants contenus justement dans l'établissement et répartis selon les ressources pédagogiques. Et aujourd'hui, comme on sait, la connexion Internet. Alors, le projet GIGA, c'est un projet qui a été entrepris au niveau du Gabon. J'en parlerai plus bien après. Continuons d'abord notre déroulé. Pour les indicateurs clés au niveau de l'éducation, on pourrait remarquer qu'il y a un taux de réussite, de décrochage, de redoublement sur le ratio des élèves et des enseignants. Ce sont des chiffres précieux pour orienter justement les efforts et connaître la santé du système éducatif. On a le taux de scolarisation, le taux d'achèvement, le redoublement. Toutes ces données-là sont vraiment importantes justement pour orienter les prises de décision et améliorer justement la pédagogie. On va toujours dans le même sens, c'est améliorer la pédagogie, améliorer la productivité et surtout avoir un gain de temps. Car il est important aujourd'hui. Aujourd'hui, on joue avec le temps. On veut rentrer justement dans un monde où on s'attelle à s'accrocher à la compétitivité, à se rapprocher justement des autres pays, hein, par exemple, pour pouvoir justement être dans tout ce qui est compétitivité avec les autres établissements et surtout les programmes qui sont faits à l'extérieur. Learning, comme je l'ai précisé tout à l'heure, le learning analytique, c'est l'analyse fine, tout simplement. Par exemple, regarder le temps passé sur les devoirs, la progression ou encore qui participe le plus en classe. C'est des indicateurs qui peuvent justement aider à personnaliser l'aide aux élèves et à adapter sa pédagogie. Donc, en application concrète, vous pouvez voir que ça a été listé ici. Il faut comprendre justement le mécanisme d'apprentissage, améliorer les méthodes pédagogiques et optimiser les parcours individuels. Ce qui est aussi important pour les enseignants. Car vous, en tant qu'enseignant, apprendre justement à collecter ces données, à savoir comment je peux les récupérer, surtout les analyser pour aider justement les étudiants, c'est l'objectif, je pense. Détecter le décrochage scolaire, des signaux d'alerte visibles dans les données. Alors, les données peuvent aider à repérer rapidement les signaux de décrochage, les absences répétées, des chutes de notes,
l'isolement. C'est des alertes vraiment qui permettent d'agir vite en équipe et parfois même avant que le problème ne s'installe. C'est ça qui est vraiment magique, on va dire, au niveau des données. On prend des décisions justement qui sont basées sur les passés, sur les données passées pour le futur. Ce qui est vraiment important. De toute façon, aujourd'hui, on s'attelle à récolter de la donnée, à la comprendre pour améliorer justement les processus qui sont faits aujourd'hui. Donc, tout ce qu'on fait s'attelle justement à améliorer notre lendemain. L'enseignant garde donc le dernier mot sur la nature et la mise en œuvre de l'intervention. Parce que justement, c'est lui qui a la main mise sur tout ce qui est données éducatives, car ça concerne sa pédagogie et surtout la matière qu'il dispensera. Comment collecter donc ces données en classe? Les moyens sont simples. On a les tests, les évaluations pour les données quantitatives, par exemple, les observations et entretiens pour les données qualitatives. Pensez aussi à utiliser des petits fichiers de suivi ou à noter les retours des parents. Tout ceci est vraiment important pour améliorer justement la qualité des cours. Dans les données quantitatives, c'est tout ce qui s'agit de nombres. Donc, tests, évaluation, grille d'observation, questions, questionnaires, choix multiples et fiches de suivi de présence. Données qualitatives, on aura donc les observations en classe, entretien individuel, journaux de bord, portfolio. Portfolio, c'est un peu comme un CV, et retour des parents. Les données qualitatives, tout comme les données quantitatives, normalement, les deux bases sont souvent stockées dans des fichiers ou des bases de données. Mais pour un enseignant qui veut s'atteler justement à utiliser l'IA et à récolter justement ces données-là pour améliorer sa pédagogie à travers ses élèves, sa classe, le fera à travers un fichier Excel aujourd'hui. Pour ceux qui connaissent, en espérant que tout le monde puisse être à point là-dessus. Donc, récolter justement ces données, les stocker, les garder et les observer justement. On peut les observer pendant toute une année scolaire et voir au final les résultats que a donné, par exemple, moi je suis un professeur, je récolte mes données sur les différentes évaluations que j'ai eu à faire, les observations en classe, et même quand ce n'est pas moi qui récolte, par exemple, les observations sur le comportement d'un étudiant, je peux tout simplement me diriger vers l'administration qui récolte ces données pour justement améliorer la pédagogie et surtout comprendre, par exemple, un étudiant en profondeur. Est-ce qu'il sèche l'école juste parce que c'est un sécheur? Est-ce qu'il sèche l'école parce que les conditions au niveau de la maison ou les conditions de vie ne sont pas promptes à bien ses leçons ou qu'il fasse bien ses devoirs, par exemple? Ce sont des cas d'exemple que l'on donne ici pour comprendre un peu où est-ce que l'on veut aller. Quelle est la profondeur, justement, de la compréhension, je dirais, de la donnée. Alors, ça, c'est justement ce qui nous permet de visualiser la récolte, le traitement de nos données. C'est des tableaux de bord. Et on peut appeler ça un tableau de bord pédagogique. Un tableau de bord, c'est comme un résumé visuel de nos données. Global, ça englobe tout. Donc, résumé visuel de nos données qui englobe tout ce qui a été fait en classe, les alertes, les comparaisons entre périodes. Si on récolte si pour un enseignant qui récolte les données pendant, on va dire, 1 an, 2 ans, je suis professeur de mathématiques, je récolte les données sur mes étudiants pendant 1 an, 2 ans, pour voir s'il y a eu de l'évolutivité sur ma pédagogie, sur ma manière de faire en classe, sur comment est-ce que les étudiants peuvent comprendre ma matière de manière plus simple et souvent vulgarisée, comme on essaye de faire, par exemple, avec ces modules. C'est vulgariser justement des termes qui sont souvent techniques et souvent pas compréhensibles pour tout le monde. Là, on essaye d'aller sur une base où tout le monde puisse avoir accès, où tout le monde puisse comprendre. Et là, nous, par exemple, qu'est-ce qu'on pourra faire derrière? C'est récolter vos avis. Récolter vos avis, les comprendre, les analyser et voir ce qui n'a pas marché et où est-ce que justement on pourrait améliorer notre pédagogie. On vous dispense ces modules et nous, notre mission derrière, ce sera justement d'analyser est-ce qu'on le fait bien? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Est-ce que ce sont les thèmes? Est-ce que c'est un prof
qui dispense un cours? Est-ce que c'est la manière de parler? Est-ce que quelqu'un va trop vite, par exemple? Ou est-ce qu'il n'y a pas trop de pertinence? C'est tout cela qui est vraiment important à comprendre afin de pouvoir tirer des solutions concrètes. Donc, le tableau de bord à l'action pédagogique. On a 5 cas, 5 effets, on va dire. Il faut observer, analyser, interpréter, décider, puis évaluer. C'est ainsi que la donnée devient vraiment utile et impacte le quotidien de la classe. Donc, c'est vraiment important, justement, de suivre ces différentes étapes pour justement sortir la pertinence de cette analyse, en fait. C'est pour ça que je reviens encore sur le fait que aujourd'hui, on s'attelle à devenir tous analystes de données. Pourquoi? Parce que c'est ce qui a été fait avant. Et on comprend la donnée, qu'elle soit mal récoltée, récoltée bizarrement ou pas, qu'il y ait des biais, des incohérences. Tout ceci est important pour savoir justement dans le processus de nettoyage et d'analyse, qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il faut analyser pour comprendre où est-ce que l'on veut aller. Pour la partie 4, donc, avec justement la récolte de données, l'analyse qui a été faite pour comprendre où est-ce que je vais avec ma pédagogie, on parle tout simplement après d'IA et de données pour aller vers une pédagogie augmentée. C'est un lien indissociable. Donc, l'IA fonctionne grâce aux données, comme je l'ai dit. Plus les données sont nombreuses, plus elles sont fiables et plus l'IA sera pertinente. Je vous prendrai bien l'exemple de ChatGPT, par exemple, qui n'est pas forcément pertinent quand on lui pose des questions au niveau du Gabon. Je vous invite très bien à essayer. Par exemple, dans le cadre culturel, nos langues ne sont pas forcément connues globalement. On prendra le fan a différents dialectes. Tu essaieras de parler à ChatGPT le fan pour lui dire « dis-moi bonjour » ou « est-ce que ça c'est le dialecte Ntoumou » ou « est-ce que c'est le Meka ?» Il ne saura pas vraiment te répondre. Comme on dit souvent, ou comme on le répète dans le domaine de l'intelligence artificielle, le principal problème de l'IA, c'est l'hallucination. L'IA a tendance à halluciner parce que déjà, quand on pose une question, il ne voudra pas te dire qu'il ne connaît pas la réponse. Il va imaginer. Et le problème dans l'imagination, c'est que tu as souvent beaucoup d'hallucinations. Des données, justement, des informations qui ne sont pas pertinentes et souvent qui ne sont pas vraies. L'IA fonctionne donc grâce aux données, comme je disais, et on peut ainsi donc prédire une difficulté personnalisée, une difficulté et personnaliser un exercice ou encore automatiser certaines tâches administratives. Je prends tout simplement l'exemple encore de la récolte de données qui peut être totalement automatisée grâce à l'IA. Alors, grâce à l'IA, on pourra facilement, après avoir récolté et analysé nos données, s'aider à tirer des conclusions. Ou même si on ne veut pas les analyser, tant qu'on a récolté les données et on les a nettoyées, que l'on sait que là, on a des données pertinentes et des données de qualité, on fait un lien indissociable avec l'IA qui nous permet de tirer des points clés et même de comprendre où est-ce que l'on pêche au niveau de la pédagogie, au niveau même du fonctionnement d'une école, où est-ce que l'on pêche. Donc, il y a 4 applications majeures de l'intelligence artificielle dans l'éducation. On peut avoir la personnalisation, justement, donc proposer des parcours sur mesure, l'analyse prédictive qui nous permettra d'anticiper des difficultés et surtout des risques de décrochage, le tutorat virtuel, donc des chatbots éducatifs, par exemple, qui proposent aussi des feedbacks instantanés. Aujourd'hui, on a certaines applications qui aident justement les étudiants à réviser, comme Notebook LM de Google, qui nous permet justement d'introduire nos textes, nos cours directement dans l'IA afin qu'elle puisse nous produire des cartes de mémoire, donc des tests, des quiz élémentaires afin de pouvoir comprendre un peu plus, afin d'automatiser justement nos révisions.
ce qui peut être aussi très utile pour les enseignants afin qu'ils puissent améliorer eux-mêmes leur pédagogie et surtout se renforcer sur leur propre expérience, sur leur propre domaine. Parce qu'il s'agit ici de faire monter tout le monde en compétences. C'est cela. Donc, l'IA éducative en Afrique, on a certains exemples de projets concrets. On a des exemples comme M-Schul ou Leçon qui montrent que l'IA peut s'adapter au contexte africain, même sans Internet performant. Alors aujourd'hui, je pense qu'il y a une bonne connexion au niveau du Gabon ou même quelques endroits de l'Afrique, certainement en région où c'est assez difficile d'accès, mais l'IA peut s'adapter justement au contexte africain grâce à Internet. Donc, ce sont des outils pour une éducation plus accessible et équitable. Pour la feuille de route du Gabon, le Gabon avance vers justement une IA éthique avec des règles pour protéger les élèves, former les enseignants et adapter les technologies aux réalités locales, avec un partenariat avec l'UNESCO évidemment. Donc l'objectif, par exemple, 2025-2026 et des années qui suivront, ce sera justement de former et sensibiliser les apprenants aux enjeux de la vie privée et de la pensée critique à l'utilisation de l'IA. Parce qu'il est bien d'utiliser l'IA, il est bien d'utiliser l'IA au quotidien, mais il faut que l'on fasse attention à l'utilisation éthique de l'IA, à ne pas dépasser les barrières, justement, on va dire, pénales. Alors, l'IA générative en classe, c'est une opportunité et usage responsable et surtout à prendre avec certaines précautions. L'IA générative, comme je disais, comme ChatGPT, peut aider à préparer les cours pour les professeurs, créer des exercices et soutenir des élèves. Mais il faut rester vigilant, car il faut toujours vérifier ce qu'elle propose, sensibiliser à l'esprit critique et adapter à nos réalités. L'objectif n'est pas de se faire remplacer ici par l'IA, mais de se faire accompagner par l'IA. Car on aura toujours la main mise sur ce que l'IA produit. Il faut toujours vérifier, il faut toujours faire attention à ce que l'IA nous donne pour savoir s'il y a de la cohérence. On cherche à aller plus vite, mais on ne cherche pas justement à aller dans le désordre et créer des incohérences lors de nos cours. Imaginons, moi, je suis professeur, j'utilise ChatGPT pour préparer, par exemple, ce cours. Et là, je ne fais pas attention, je ne vérifie pas que les informations sont pertinentes et surtout que les informations sont vraies. À ce moment, je pêche. Pourquoi? Parce que ça fera de moi un menteur et surtout, un élève pourrait aller répéter cette erreur ailleurs et forcément, l'information remontera. Qui l'a fait? Qui a été ton professeur? Où est-ce que tu l'as appris? C'est l'étudiant, soit c'est l'étudiant qui est, on va dire, jugé, mais aussi l'établissement et même l'enseignant. Donc, il y a ce qu'il faut comprendre aussi, c'est les limites et les biais de l'IA. Ce sont des risques à connaître. L'IA peut avoir des biais qui sont liés aux données sur lesquelles elle a appris. Donc, inventer des infos, créer des inégalités. C'est pour cela que notre rôle en tant qu'enseignant, en tant que en tant qu'enseignant, tout simplement, notre rôle est d'être prudent et de ne jamais perdre l'humain derrière les outils. C'est pour ça qu'il est important de toujours garder la main, de toujours faire un effort de garder la main sur ce que l'on produit quand on demande à une IA de nous sortir quelque chose. Il est toujours important de vérifier et de comprendre ce qui a été donné. Parce qu'on veut bien apprendre avec l'IA, mais sans la compréhension de la donnée, justement sans avoir cette culture de la donnée, comme l'on a vu, la comprendre, parler avec la donnée, la critiquer, discuter avec elle afin de comprendre où est-ce que l'on va et ce que l'on veut justement sortir de là. Sans cela, on crée des biais, on crée des manques de reconnaissance éthique, si je peux dire ainsi. On crée des incohérences, justement. C'est pour ça encore que l'on revient sur le fait que la culture de la data, c'est la genèse d'une IA pédagogique de confiance. La culture de la data permet d'utiliser l'IA en toute confiance.
de comprendre et d'interpréter ces résultats et de garder le contrôle sur tout ce qui concerne nos élèves, nos établissements, nos cours et notre manière justement de gérer notre domaine éducatif au niveau du Gabon. Si on reste bien sûr dans le contexte, mais de manière générale, c'est de la même manière que l'on veut appliquer l'IA dans le domaine éducatif. Donc, toujours se rassurer d'avoir des données de qualité, car l'IA ne peut être efficace qu'avec des données représentatives et fiables. Avoir une culture de la data qui nous permet de juger de la qualité des données et d'interpréter les résultats de l'IA. Avoir une éthique et être efficace. Donc, une IA digne de confiance, utile et adaptée au contexte éducatif gabonais. Car sans culture de la donnée, pas d'IA pédagogique efficace. L'éthique et la protection des données. Alors, pour parler d'éthique, on s'attellera sur le fait de savoir pourquoi elle est cruciale. Les données scolaires sont très sensibles, comme toutes données d'ailleurs. Nous devons toujours respecter la vie privée, demander le consentement, être transparent et sécuriser toutes les données. Ce sont des principes de base pour protéger nos élèves. Je prends l'exemple encore une fois de ChatGPT. Les données que l'on envoie souvent sur ChatGPT en indexant un document, une photo, même une vidéo aujourd'hui, c'est des données sensibles, car aujourd'hui, c'est des données qui sont envoyées vers ChatGPT, donc vers ceux qui font ChatGPT, pour qu'eux puissent les utiliser derrière. Est-ce que c'est éthique? Je ne pense pas. Parce que supposons on avait une information du gouvernement gabonais dans ces données, et là, on donne accès à nos données à des personnes qui ne sont pas censées avoir accès à cela. C'est pour ça qu'il est important de garder cette éthique, cette restriction au niveau de notre contexte gabonais de la donnée. Donc, les données éducatives sont des données sensibles, comme on disait. Elles concernent les mineurs, elles révèlent des informations personnelles, elles peuvent impacter l'avenir des élèves et elles présentent des risques de discrimination. Le respect de la vie privée, c'est vraiment important. Avoir le consentement des personnes vers qui on veut collecter les données, c'est vraiment important. Rester transparent sur tout ce que l'on collecte, pas le faire derrière le dos ou à l'insu d'une administration, c'est vraiment important. Sécuriser la donnée et avoir de l'équité, tout ceci est vraiment important. Donc, les principaux risques liés aux données éducatives, il faut donc voir que c'est la collecte excessive, la discrimination et les problèmes de sécurité. Il est risqué de collecter trop de données ou de ne pas expliquer pourquoi est-ce que l'on veut la récolter. Il faut aussi être vigilant contre les usages malveillants. Parce que sans faire attention à où est-ce que l'on place nos données, sans faire attention à où est-ce que l'on les envoie, à qui on les envoie, on est exposé justement à des risques de piratage, de discrimination et de profilage injuste. Profilage donc de suivi injuste. Collecte de données excessives, c'est des données sans finalité, qui manquent de transparence et qui sont stockées sans but. La discrimination, c'est des algorithmes biaisés. L'algorithme, on aura le temps d'en parler, mais pour faire un petit hint, l'algorithme, c'est en gros le processus de développement de manière détaillée qui nous permet d'aboutir à une solution, encore une fois, basée sur les données. L'étiquetage stigmatisant, il s'agit ici de mauvais étiquetage de données. Donc, supposons j'ai une base de données où je suis censé avoir des données sur les élèves. Je vais juste changer élève par enseignant. Et là, on a un gros problème au niveau de la compréhension des données. Problème de sécurité, donc exposition au piratage, aux fuites de données, à l'usurpation d'identité et à la surveillance excessive aussi. C'est pour ça que dans le cadre juridique de protection, le règlement général sur la protection des données établit des règles strictes. Obtenir le consentement, limiter la collecte, protéger les données. Au Gabon, ces règles sont en train d'être adaptées à notre contexte local.
Et ceci existe bien sûr dans nos lois. Dans nos lois. La protection des données éducatives est une priorité nationale. Et même pour nous, enseignants, et même pour nos élèves, c'est pour garantir justement la confiance dans le système éducatif numérique. Pour les bonnes pratiques, pour protéger les données de nos élèves, ne connecter que les données nécessaires, supprimer celles qui ne servent plus et informer les parents et les élèves pour sécuriser leurs données sur des dossiers sécurisés tout simplement. Donc, pour ces 3 points, on a la minimisation, la sécurisation et la transparence, comme je viens de l'énoncer. Et pour éviter les biais algorithmiques, comme on parlait tout de suite, c'est donc une erreur systématique qui peut conduire à des décisions injustes. On les détecte justement en vérifiant la diversité des données d'entraînement, tester l'IA sur les différents profils d'élèves, ne jamais déléguer entièrement la décision à l'IA, documenter les cas suspects pour améliorer les outils. Alors, pour vous remettre justement dans le contexte, ici, il s'agit justement d'une IA, supposons une IA qui a déjà été créée pour aider étudiants et enseignants à suivre de manière bien plus pédagogique et améliorer les cours. Là, il s'agit justement d'une IA qui a été entraînée sur une base des données pour pouvoir produire une pédagogie meilleure et surtout similaire à ce que les profs faisaient avant. Donc, meilleur, c'est bien sûr, ce sera jugé par les enseignants parce que tout le monde est impacté. Donc, vérifier que l'IA est entraînée sur des données variées, tester sur différents profils et garder toujours le contrôle sur la décision finale. Pour préserver l'autonomie et la dignité des élèves, l'élève doit être acteur et non spectateur, tout comme l'enseignant. Et l'enseignant, lui, il reste le décideur, car l'IA doit aider et non remplacer l'expertise humaine. L'IA n'a pas plus d'expérience que vous. Parce que dans vos CV, on pourra avoir 10 ans à 15 ans d'expérience, même voire 20. Cela étant dit, moi, même si j'ai 20 ans d'expérience et que je veux utiliser l'IA pour me faciliter la tâche, je ferai attention à ce que je lui donne et à ce qu'il me ressort afin de comprendre comment est-ce que je gagne justement du temps et comment est-ce que j'améliore ma productivité. Parce que derrière tout cela, ça va me permettre justement d'améliorer ma pédagogie, d'améliorer ma compréhension des élèves et d'orienter justement ma manière de dispenser mes cours. Donc, l'élève reste un acteur et le rôle de l'enseignant, c'est celui du décideur, celui qui assiste, celui qui est assisté par l'IA, mais qui n'est pas remplacé par l'IA. Le jugement professionnel, l'intuition pédagogique reste très, très, très souverain. Alors, une petite checklist pour un usage éthique justement de l'IA. Parce qu'avant d'utiliser un outil d'intelligence artificielle, il faut se poser les bonnes questions. Ai-je vraiment besoin de ces données? Sont-elles protégées? L'outil respecte-t-il mes élèves et mon rôle même? C'est pour ça que même cette checklist nous ramène encore à ce qui est la culture de la donnée. Comprendre, questionner la donnée, vraiment discuter, avoir une conversation avec elle. Peu importe le temps que ça peut nous prendre. Parce que ce sera la partie la plus importante. Car après cela, on aura une facilité à utiliser l'IA et à gagner justement en temps et en productivité, à prendre des décisions éclairées de manière plus efficace et plus rapide. Donc, vous pouvez observer la checklist, par exemple, ici. Certaines questions qui se répètent encore. Donc, l'outil peut-il générer des biais? Donc, l'outil peut-il générer des erreurs? L'outil respecte-t-il la dignité de mes élèves? La suppression des données est-elle prévue? Puis-je toujours exercer mon jugement professionnel? Ai-je les compétences pour interpréter les résultats? Les données sont-elles sécurisées? Les élèves et les parents sont-ils informés et sont-ils consentants? C'est un peu tout cela qu'il faut observer, se poser des questions avant justement de se dire qu'il faut que j'utilise l'IA pour améliorer mes cours, pour aller plus loin. Parce que bien sûr, moi, en tant qu'enseignant, je n'ai pas envie de donner de mauvaises informations à mes étudiants, tout simplement. Donc,
Conclusion et appel à l'action. On va d'abord faire un petit récapitulatif sur tout ce que j'ai eu à dire. On a la culture de la donnée, lire, analyser, critiquer et communiquer avec les données. Les données éducatives, donc outils puissants pour personnaliser l'apprentissage des étudiants. Le data-driven, qui est la conduite par les données, qui est une décision, qui essaie de prendre des décisions fondées sur des preuves, pas sur l'intuition seule. L'intelligence artificielle, qui est donc la technologie qui apprend des données pour assister et rester dans le cadre éthique du respect de la vie privée, de la transparence, de l'équité et de la protection des données. Le rôle de l'enseignant à l'ère de la data, c'est que l'enseignant devient donc un acteur clé du système éducatif augmenté. Quand on dit augmenté, c'est juste une manière de dire que l'enseignant, lui, a un outil qui lui permet non pas d'améliorer ses compétences, non pas seulement d'améliorer ses compétences, mais d'améliorer sa compréhension et sa pédagogie vis-à-vis de l'élève et même de l'ensemble de l'établissement, par exemple. Donc, l'enseignant devient un acteur clé d'un système éducatif augmenté, mais où l'humain reste irremplaçable, car le jugement humain reste irremplaçable. C'est un facilitateur d'apprentissage personnalisé. Il est interprète de données pour prendre des décisions éclairées. Il est garant de l'éthique et de la protection des élèves, formateur à la culture du numérique et à l'esprit critique. Tout simplement, il reste un être humain irremplaçable pour l'accompagnement émotionnel et social, pour les perspectives pour le Gabon et opportunités et défis. Nous avons donc récolté certaines, par exemple, ça c'est certaines données qui ont été vues. Donc 90% des écoles connectées d'ici 2026, c'est une promesse qui a été faite par le gouvernement au niveau du Gabon. Les formations continues des enseignants au numérique, parce qu'il faut que tout le monde s'attelle aujourd'hui à d'abord comprendre l'utilisation et l'importance, la valeur même de la donnée, avant de se dire qu'il faut que j'utilise l'IA pour améliorer ce que je fais. Parce que l'IA doit avoir une utilisation éthique. Une feuille de route éthique et nationale et des partenariats stratégiques qui sont faits au sein de nos institutions par l'UNESCO et l'UNICEF. Les défis à relever sont des inégalités d'accès aux infrastructures, des formations massives des enseignants, l'adaptation culturelle des outils IA et la gouvernance efficace des données éducatives. On cherche aujourd'hui à avoir un Gabon où on a le contrôle sur nos données, parce que ceci pourrait nous permettre d'avoir des IA qui sont adaptées à nos cultures, à notre méthodologie, à notre pédagogie d'enseignement, à notre société, à notre économie et même à notre environnement. Ce qui nous permettra justement d'avoir encore une fois ce gain de temps, cette multiplication de notre productivité et d'aller encore plus loin, de rester justement dans l'ère de l'IA et l'utilisation de l'IA de manière augmentée. Pour l'appel à l'action, donc, on dira tout simplement que pour avoir cette culture de l'IA, cette compréhension de la donnée avant justement l'utilisation de l'IA, il faut commencer simple. Il faut collecter des données, donc les présences, les notes, dans des fichiers Excel par exemple, créer des dashboards ou tout simplement visualiser les données que l'on récolte. Comme on a dit, la culture de la data consiste justement à accompagner la donnée, à la comprendre, à aller plus loin avec, afin justement d'en ressortir des décisions importantes à prendre. Explorer l'IA, donc tester ChatGPT pour préparer les cours, bien sûr en gardant le contrôle tout en vérifiant. Échanger avec les collègues de comment est-ce que j'ai utilisé l'IA. S'il y a un collègue qui comprend mieux justement l'utilisation de l'IA et surtout comment est-ce qu'il a fait pour préparer ses cours avec l'intelligence artificielle. Partager une décision conduite par l'IA que vous avez prise, par exemple. Sensibiliser les élèves, parler-leur de la protection de leurs données,
de l'utilisation justement de l'IA aussi en classe. Parce que ça, c'est sûr, je suis sûr que c'est une alerte pour les enseignants de se dire aujourd'hui que l'élève utilisera l'intelligence artificielle pour finir les cours, pour répondre justement aux devoirs. Et comment est-ce que justement on pourrait contrôler cela? Eh bien, la genèse justement de tout cela, c'est comprendre d'abord comment est-ce que la donnée, comment est-ce que la prise d'information à travers la donnée fonctionne. Parce qu'à travers cela, on comprendra comment est-ce que l'IA, lui, répond. Comment est-ce que l'IA, lui, nous donne des réponses, produit quelque chose qui est vrai ou faux. C'est justement pour cela que c'est un gain de compétences et de connaissances pour l'enseignant, car il connaît son cours, il connaît la matière qu'il dispense. À côté de ça, il veut améliorer sa pédagogie avec l'IA. Le lien entre les deux fait en sorte que l'enseignant lui-même arrive à tirer des conclusions pertinentes et concrètes. Ce qui fera qu'avec l'habitude, il saura détecter justement quand est-ce qu'il y a l'utilisation excessive de l'intelligence artificielle à travers les élèves, par exemple. Donc, avec tout ça, on a découvert que la donnée est un vrai atout pour l'éducation, que l'IA est très efficace et éthique si nous sommes tous formés, vigilants et curieux. Donc, on commence simple, on suit quelques indicateurs, on teste des outils d'intelligence artificielle, on en parle autour de nous pour sensibiliser les élèves à la protection de leurs données lorsque l'on utilise l'intelligence artificielle. Alors, je vous remercie encore pour votre attention. Je viens au déroulé du thème et je reste bien sûr ouvert aux questions parce que j'aimerais avoir cet échange avec vous. Donc, en route donc pour une éducation gabonaise innovante, hein, humaniste et adaptée à notre contexte. Merci pour votre attention et je reste bien sûr à l'écoute. Alors, j'espère que on pourra échanger et surtout, j'espère que j'ai été assez concis. Je vois des mains levées. Monsieur Daryl, qui êtes je vais prendre Monsieur Fred. J'ai activé votre micro, vous pouvez parler. Allô, Fred? Monsieur Fred, vous m'entendez? Je pense que j'ai pu activer votre micro, hein. Je pense que vous pouvez parler. Alors, si c'est pas bon, on va prendre Monsieur Hans Denis. Le courrier est coupé. Oui. Allô, vous Bonsoir. m'entendez? Bonsoir. Oui, oui, je vous entends. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez des questions? Je vous écoute. Oui, tout se déroule sur les données. Parce qu'en tant qu'enseignant, on n'a pas toujours conscience qu'on manipule tout un tas d'informations qui, après, peuvent nous aider à une meilleure prise de décision. Ouais. Maintenant, l'idée serait que, parce que pour que tout ce qu'on a appris sur l'IA, c'est que l'IA fonctionne avec les données. Et souvent, moi, par exemple, dans mes pratiques, on utilise beaucoup l'IA pour nous aider pour nous faciliter le travail comme assistant. Mais on est confronté au manque de données spécifiquement locales. OK. Alors, la question serait que qu'est-ce qu'on peut faire au niveau local pour que nous ayons ce que je vais appeler une banque de données éducatives spécifique pour le Gabon, par exemple.
Bien, est-ce qu'il y a une initiative déjà dans ce sens? Effectivement, hein, au niveau du Gabon, il y a déjà une initiative qui est prise dans ce sens au niveau du gouvernement. Alors, il y a la construction de ce qu'on appelle un data center. Un data center, donc, c'est un centre de données qui va justement pouvoir stocker tout type de données adaptées justement à notre culture et à notre contexte. Donc, les données éducatives, les données qui concernent l'éducation, la santé, l'économie, tout type de données. Les données qui sont même en entreprise seront normalement stockées dans le data center. Et c'est un engagement pour tout le monde. C'est-à-dire qu'au moment où il y aura l'implémentation justement de cette solution, une fois que cette solution arrivera, il faudra justement que vous aussi soyez engagés et participez justement à la récolte de données. Comment est-ce qu'aujourd'hui on participe justement à cette récolte de données? C'est en s'attelant à utiliser le numérique. Mais comme on veut garder le côté éthique aussi de l'utilisation du numérique, il faut rester dans notre contexte. Aujourd'hui, on cherche à développer des solutions designées spécifiquement pour le Gabon. C'est pour cela qu'il faut soutenir des plateformes, par exemple, comme Classertif, qui eux aussi sont dans cette, on va dire, qui participent justement à la récolte de ces données-là pour aider aujourd'hui enseignants, professeurs à connaître l'intelligence artificielle, à connaître des cours, à dispenser des formations en ligne, et ceci par des Gabonais, fait par des Gabonais, par exemple. Et tout cela est stocké dans des bases de données. Les bases de données permettront justement de stocker cela. Alors, où est-ce que, encore une fois, où est-ce que votre participation prend le jeu? C'est au moment où vous-même, en vous attelant à utiliser le numérique, aujourd'hui, on y a accès à travers téléphone, à travers nos ordinateurs. Lorsque vous vous attelez à utiliser le numérique, attelez-vous aussi à récolter vous-même vos propres données. Designez vos cours, parce que ça commence par là. Et là, vous vous rendrez compte qu'une fois que vous aurez récolté vos données de cours, comment est-ce que les notes des étudiants, par exemple, j'ai une base de données de mes étudiants avec sur 3 mois des tests, des devoirs que j'ai eu à faire. Et là, j'ai tout type de notes, des 0, des 10, des 20, tout ce que vous voulez. Et à ce moment-là, une fois que je les ai récoltés, pendant un certain temps, je me décide justement de vouloir les analyser. Parce que je les ai déjà observés à travers justement la culture de la donnée que j'ai. Je les ai déjà observés. Je sais, je connais mes élèves. J'ai rempli mon fichier de leurs notes avec leur prénom dessus. Et là, je veux demander par exemple à ChatGPT quelle est la moyenne de la classe en général. Quel est l'élève qui a du mal à avoir une bonne note? Et à ce moment où on a ce genre de résultats, on se demande le pourquoi du comment. À ce stade, on sait très bien que, par exemple, si on ne pense pas qu'au contexte gabonais, vous penserez, par exemple, vous, monsieur Hans, au contexte de votre cours à vous-même. À ce moment-là, vous saurez très bien que là, je sais quel est le problème et je sais comment réagir à ce problème vis-à-vis de ma classe. Donc, c'est assez décortiqué, on va dire. On sait que ça commence par vous. Oui, allez-y. Et j'avais, merci pour ça, ça m'aide beaucoup à comprendre. J'avais deux questions pour Fernie. La première, c'est de savoir, au niveau de la récolte des données, Oui. où se situe le Gabon par rapport aux autres pays? C'est-à-dire que, est-ce que, dans le contexte actuel, le Gabon dispose d'une banque de données dans le cadre de l'éducation, par exemple, qui existe déjà quelque part et qui serait fiable? Ça, c'est un. La deuxième chose, quand le data center gabonais sera disponible, est-ce qu'on aura des canaux d'accès typiquement gabonais pour accéder d'abord au data center, ensuite pour l'enrichir? Ou bien on va passer par des canaux étrangers, là où on ne sait pas où vont nos données? Non, je comprends. Alors, pour répondre à la première question, bah, je dirais tout simplement que les deux questions sont liées. Déjà, pour la première question, c'est justement où va venir intervenir justement le data center. Parce que quand on n'a pas d'infrastructure pour stocker nos propres données,
le pays normalement paye ailleurs pour pouvoir stocker les données. C'est un partenariat. À côté, les partenaires, forcément, ils respectent les lois éthiques de notre pays. Maintenant, à côté, pour l'accès du data center, à travers le gouvernement, des mesures seront forcément mises en place pour permettre normalement aux administrations de pouvoir accéder à certaines données. Et ça, normalement, ça se fera et ce sera forcément communiqué par le gouvernement. Il faut juste rester à l'affût de l'information, je pense. D'accord, merci, on est là. Moi, je suis très intéressé, donc je suis tout ce qui concerne l'IA. Okay. Et dans ce sens, voilà, et je suis à l'affût de toutes les formations et tout ce qui peut nous aider à avancer, parce que je suis convaincu qu'on en a besoin. Et pour terminer, on parlait de tout, parce que chez les enseignants, on a un peu ce doute-là par rapport à l'IA et les enfants. Oui, je vais prendre une dernière intervention de votre part, parce qu'il y en a d'autres. Oui. D'accord, je termine juste ça, pour dire que les appréhensions que nous avons par rapport à l'IA, le fait que ça va rendre les élèves tricheux, ça vient, moi, à mon sens, ça vient d'abord du fait que nous-mêmes enseignants, nous avons cette crainte du changement-là, cette crainte de perdre la main en pensant que l'IA va faire tellement bien mon travail que moi, je deviendrai inutile. Or, vous l'avez clairement bien expliqué, c'est que l'IA, c'est un assistant qui nous accompagne, mais qui ne prend pas, disons, notre place. Exactement. Et si on intègre tout ça, on verra qu'on gagnerait à former nos enfants aussi à savoir utiliser l'IA de manière éthique. Parce que de toute façon, c'est un outil indispensable maintenant. Ouais. C'est exactement ça. Je vous en prie. Merci beaucoup de votre intervention. Monsieur Eban Gemini, comme l'IA de Google. Allô? Monsieur Eban, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Anguillet. Bonsoir, vous allez bien? Moi, je vais bien, merci. Bonsoir à tous. Moi, c'est Gemini, c'est bon. Je me suis inscrit à cette formation en tant que père de famille, mais ma première fille est en classe de CM2 et la seconde est en classe de CM1. Moi, je voulais juste pouvoir permettre de préparer leurs cours, notamment les devoirs à faire à la maison lorsqu'elles sont en week-end. Parce qu'actuellement, ce que je fais, c'est que je vais sur Google, moteur de recherche, je prends un exemple, je tape propose-moi comment les verbes du premier groupe, comment les conjuguer dans tous les temps de l'indicatif. Voilà. Donc, je voulais savoir comment est-ce qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour mieux préparer les devoirs à faire à la maison. J'ai pas bien compris la partie où vous avez parlé de la vous avez dit que l'IA imagine les réponses. Oui. Je ne comprends pas très bien cette partie parce que lorsqu'on a vu le module hier, la dame disait que les informations que l'IA nous donne, elle tire ces informations-là dans les data centers. Donc, je suppose que les informations qui sont stockées dans ces data centers, ce sont des informations fiables qui viennent, par exemple, peut-être des sites gouvernementaux ou des sites officiels. Comment se fait-il alors que quand l'IA ne trouve pas une information dans un data center, comment est-ce qu'elle peut être en mesure d'imaginer une réponse? Je ne perçois pas bien Alors, je vais pas. Bon, d'abord, je sais pas, vous voulez que je réponde d'abord à cette question, ensuite, je parle de comment préparer les devoirs pour votre fille, par exemple, c'est ça? Oui, c'est bon. Je commence par la fin. Comme ça, au moins, vous comprendrez pourquoi je disais que l'IA hallucine. C'est bon? Ok. Ok, super. Bon, je vais essayer de vulgariser encore parce que je ne vais pas partir sur un point trop technique. Alors, comme je l'ai dit au début, je suis data scientist. Mon travail, par exemple, en tant qu'ingénieur en intelligence artificielle, c'est de créer une IA fonctionnelle, par exemple. Et dans mon travail au quotidien, il faut que je récolte de la donnée, que je la comprenne, que je la stocke, la nettoie, l'analyse afin de tirer des conclusions et savoir comment est-ce que je design l'intelligence artificielle pour une utilisation, on va dire, éthique. Où est-ce que l'IA hallucine? C'est au moment où elle n'a pas la nouvelle information que l'on veut lui transmettre.
C'est-à-dire qu'au moment où on veut au moment où on veut parler à l'IA sans pour autant lui indexer, une nouvelle information, il ne saura pas vraiment de quoi vous parlez. Supposons quelqu'un moi je suis prof de français et je me retrouve à faire cours de maths. Je ne pense pas qu'un étudiant devant moi saura dire que non, je maîtrise mon sujet. C'est un peu la même chose. Oui, effectivement, l'IA est entraînée sur énormément de données, sur des data centers. Et ce que Melba a dit hier, c'est très vrai, parce que c'est comme ça que l'on entraîne l'IA, c'est comme ça qu'on entraîne les modèles d'intelligence artificielle à comprendre des données. Mais il faut que ces données, justement, existent dans tous les contextes. Je vous prendrai encore une fois l'exemple bien plus approfondi de notre culture, de nos langues, par exemple. On sait très bien aujourd'hui qu'il y a des langues, il y a des langues gabonaises qui n'existent pas sur l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas justement cette donnée de manière numérique, je dirais. On va prendre même pas le fond, mais quelle langue? Le Bakota. Je ne sais pas quelle langue on parle chez les Bakota. Si c'est le Bakota, par exemple, on n'est pas sûr que l'IA connaisse ça. Donc, on ne va pas commencer à venir dire à l'IA que ChatGPT, j'ai besoin de préparer mon sujet de Bakota. Est-ce que tu peux me sortir 2-3 phases? Il va te dire oui, bien sûr. Et boum. Et vous verrez. Et c'est pour ça que je vous invite justement à tester et à le tester parce que l'IA aussi, une fois après avoir été entraîné et déployé, il est testé sur des benchmarks. Il est testé sur différents types de sujets afin de voir justement, d'analyser, enfin, d'évaluer sa pertinence. Et si à un moment on se rend compte qu'il n'est pas pertinent sur certains sujets, c'est parce qu'il a un manque d'informations, qu'il n'a pas été entraîné sur ces informations. Aujourd'hui, même si tu as des IA, aujourd'hui on a des IA justement qui sont capables justement de faire des recherches sur Internet. Mais même là, je vous invite encore à voir qu'il faut comprendre qu'elles sont aussi capables d'halluciner quand il n'y a pas une vraie base. Moi, je peux venir avec des bases sur le français, par exemple, mais je ne serai pas, serai pas meilleur que le prof de français. Je ne serai pas meilleur que le prof de français à dispenser justement cette matière. J'espère que vous me comprenez un peu. Comme ça, je poursuis. Oui, oui, j'ai compris. Merci beaucoup. OK. Donc, c'est un peu ça. L'IA existe, mais pas forcément dans tous les... l'IA comprend, mais pas forcément dans tous les contextes. Et aujourd'hui, c'est un truc qui évolue. Parce que si vous êtes à l'affût de l'information, vous verrez qu'à chaque fois, il y a un nouveau modèle de chez ChatGPT, par exemple, qui sort. Aujourd'hui, nous sommes à la version GPT-5, qui est la version la plus puissante. Et quand on regarde justement au niveau de tout ce qui est paramètres, de tout ce qui est compréhension et contexte justement de ce modèle-là, on verra qu'il est plus puissant et plus informé que le modèle précédent. C'est la même chose quand on passe d'une classe à une autre. C'est un peu là, c'est un peu cela. Maintenant, pour répondre à la question de comment préparer les cours, je disais les devoirs justement pour votre fille, par exemple, pour l'école, ben là, il suffit juste, vous, déjà, d'avoir ces... Enfin, si vous voulez intervenir, je vous laisse. Vous vouliez intervenir? Non, 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 je vous écoute sur la deuxième question, s'il vous plaît. Super. Donc, je disais, donc, là, à ce moment-là, c'est... Si on repart sur les bases de ce que l'on a compris, justement, il faut avoir cette culture de la donnée. Donc, vous, déjà, assurez-vous de comprendre ce que vous allez faire. Aujourd'hui, il faut se poser beaucoup de questions. Avec la donnée, il faut se poser beaucoup de questions. On s'assure de savoir ce que l'on veut faire, de ce à quoi on veut aboutir. Au moment où on sait ce que l'on veut, on s'attelle à regarder la donnée. La donnée, justement, sera le cours qui concerne le devoir que vous voulez faire, l'exercice que vous voulez créer justement avec l'IA. Vous le regardez et vous-même assurez-vous de le comprendre. Au moment où vous avez compris, vous saurez justement parler avec la donnée à travers l'IA pour dire que je veux un exercice sur les mathématiques comprenant la division, la multiplication. C'est-à-dire que l'IA, en fait, à travers ma compréhension de la donnée, je pourrais être capable de l'orienter. Et en l'orientant, forcément, ce qu'il va me pondre sera très contextuel
Et ce sera assez pertinent parce que c'est ce que je voulais. Je ne vais pas juste aller sur ChatGPT et dire je veux des exercices de maths. De quel niveau? Première, deuxième, troisième, master, terminal C. C'est pour ça qu'il faut toujours donner du contexte. Au moment où on sait qu'on donne du contexte à l'intelligence artificielle, on devient de plus en plus pertinent. Et je ne sais pas si hier on a parlé, je pense qu'hier on a parlé de prompt, et c'est pour ça que justement le prompt, en fait, il va justement dans ce sens de contextualiser nos propos à travers la compréhension que l'on a eue de la donnée. C'est un peu cela. Ah oui, ouais, je vois. C'est clair. Okay, merci. Je ne sais pas si vous me permettez une dernière question vraiment accessoire. Oui, allez-y, une dernière question. Sur la gestion des centres de données, ce que je veux savoir, c'est que est-ce qu'il y a des critères spécifiques ou si vous voulez une forme de cahier de charge qui existe pour intégrer une donnée dans un centre de données? Alors oui, forcément, il y a des procédures, justement. Déjà, je pense que comment est-ce que ça pourrait se passer? Si je prends l'exemple, pour un établissement tel que Nelson Mandela, c'est l'administration qui va se rapprocher, justement, par exemple, du data center pour avoir cet espace où stocker leurs données. Et à ce moment-là, normalement, un peu comme en banque, hein, un consultant prend en charge justement les données qui sont prises au niveau de l'établissement pour le data center. Au moins, on sait qu'elles sont stockées et on sait qu'on aura accès, on pourrait avoir accès à nos données au moment où on voudra vraiment avoir accès. Moi, je vous prends juste l'exemple de si vous êtes chez vous et que vous savez manipuler un fichier Excel, ce sera un peu le même processus. C'est comme si vous collaborez avec Excel pour pouvoir stocker vos données et vous savez que vous pouvez toujours revenir vers vos données pour y avoir accès. Mais il y a ce processus-là de comprendre la barrière qui est l'entité A et l'entité B. L'entité A qui est l'établissement et l'entité B qui est le data center. Ok, super. Merci beaucoup, M. Anguiré. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, j'ai vu une question dans le chat, je vais y répondre vite fait. Vous avez constaté que, enfin, c'est Nathalie, vous avez constaté que je ne parlais que de ChatGPT et pas de Gemini ou de Perplexity. Est-ce que ChatGPT serait l'IA le plus populaire? Alors, oui, c'est l'IA le plus populaire, mais c'est pas forcément, enfin, c'est l'IA le plus populaire. Ça, c'est sûr. Parce que je ne sais pas quel exemple je peux prendre. Si je prends l'exemple de iPhone et Samsung, malheureusement ou heureusement, iPhone est plus populaire parce que la plupart du temps, celui qui arrive en premier sur le marché, c'est celui qui normalement fait sortir des produits avant. De ce que j'ai constaté, je parle beaucoup de ChatGPT parce que justement, c'est l'IA le plus populaire. Mais effectivement, on peut parler de Gemini, DeepSeek et bien d'autres modèles qui sont similaires à ChatGPT et à Claude, par exemple, ou même à Gemini, comme vous avez cité. Monsieur Steve Dong, j'ai activé votre micro. Monsieur Steve, votre micro est activé hein, au cas où. Bien. Je pense que je vais passer. Je vais donc passer à Monsieur Ivan Tamba. Monsieur Ivan, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à toute l'équipe. Je vous Bonsoir. remercie pour cette journée. On apprend beaucoup. Et alors, j'ai ma question parce que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt votre développement et j'ai vu Oui. que il y a un travail qui est demandé à l'enseignant en plus du travail qu'il fait déjà. Celui sur justement sur l'analyse des données et donc aller, que ce soit l'analyse quantitative ou l'analyse qualitative déjà, voilà. C'est déjà quelque chose pour Oui. moi, je pense, d'assez lourd pour l'enseignant en dehors des charges qu'il a. Moi, je prends le cas, par exemple, l'enseignement supérieur. On a des amphis avec les 300, 400 étudiants. Et je me suis posé donc la question de savoir est-ce qu'il n'est pas possible pour l'enseignant de partir sur le principe de l'échantillonnage.
Est-ce que histoire d'alléger un peu les charges de travail, parce qu'avec l'intelligence artificielle, on a deux problèmes. Mais j'ai tendance à mal vous entendre. Il y a votre micro qui coupe à certains moments. Ah bon? Désolé. Oui. Donc, je reprends, je disais, on a un souci, par exemple, avec l'aspect universitaire, parce que j'ai vu que vous nous proposez de suivre un système d'analyse de données qui est quasiment total, et surtout avec l'analyse qualitative, qui est encore plus complexe. Et je me dis, est-ce qu'il n'est pas possible de plutôt procéder par échantillonnage, c'est-à-dire que l'enseignant va cibler comment on appelle, un échantillon, et il va travailler à partir de cet échantillonnage, parce qu'on a des amphis avec 200, 300 étudiants. Ce serait compliqué et parfois un temps de cours qui est limité. Oui. Effectivement. Allez-y, finissez. Oui, donc je disais, est-ce qu'avec l'échantillonnage, ça ne pourrait pas marcher, parce qu'on est confronté à deux problèmes avec l'intelligence artificielle. Le premier, c'est l'hallucination dont vous parliez tout à l'heure. On reçoit parfois des rapports qu'on doit lire, et les auteurs sont totalement inventés, ils n'existent pas. Donc c'est un travail qu'on doit déjà corriger, d'où la seconde question. À ce moment, quand on constate que l'enfant s'est appuyé sur un auteur qui n'existe pas, que l'intelligence artificielle lui a donné comme source, à qui est-ce qu'on doit imputer le tort? À l'étudiant ou justement au fait d'avoir utilisé l'intelligence artificielle? Comment est-ce que vous pourrez gérer un tel cas? Ce sont les deux questions. Alors, effectivement, j'ai donné une base générale, puisque dans l'analyse de données en elle-même, il y a différents types d'analyse de données. Et si vous pouvez procéder par échantillonnage pour avoir justement des résultats pertinents, soit normalement, vous pouvez le faire. Mais derrière cela, en fait, c'était juste parce que effectivement, il y a toujours, en montant en compétence, il y a toujours cette information ou cette qualité à utiliser. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas apprendre quelque chose en se disant qu'on va le laisser sur le côté. On est en train d'évoluer, donc forcément, il y a une manière plus évolutive d'utiliser, par exemple, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, si vous décidez de procéder par échantillonnage, mais justement, avant justement de procéder par échantillonnage, vous comprenez pourquoi vous le faites, comment vous le faites et quelles données vous utilisez pour le faire, excusez-moi. Au moment où vous utilisez l'intelligence artificielle pour vous pondre un résultat, il faudrait que vous-même, à travers justement votre jugement, vous soyez satisfait de ce que vous ressortez de là. C'est cela en fait. Il ne s'agit pas forcément d'analyse quantitative, d'analyse qualitative. Quand je parlais d'analyse quantitative et d'analyse qualitative, il s'agit d'une manière générale de procéder à l'analyse de données pour comprendre en profondeur. Et surtout, quand je parle de ça, il s'agit de comprendre sur un long terme, par exemple. Vous pouvez reprendre votre deuxième question? La deuxième question, c'était liée en fait à la question de l'hallucination, parce qu'on est confronté à un problème, c'est-à-dire les apprenants. Oui. Pardon? Donc, je disais que les apprenants, lorsqu'ils vont à la quête de l'information avec l'intelligence artificielle, elle leur produit parfois des informations qui ne sont pas vraies, surtout sur les auteurs. Par exemple, j'avais un rapport de licence et l'étudiante avait des données qu'elle avait mis en avant et qu'elle s'était permis d'exploiter des citations qui en réalité n'existent pas parce que l'auteur lui-même n'existe pas. Et je ne sais pas, je me dis, vous, à ma place, comment vous gérez? À qui est-ce que c'est un reproche qu'il faut faire à l'étudiante? Comment on fonctionne en fait? Qu'est-ce qu'il faut blâmer en réalité à ce moment-là? Exactement. À ce niveau-là, il s'agit justement, je pense que Melba a eu à répondre à ce genre de questions hier. Il s'agit justement de juger à quel degré l'étudiant, lui, a utilisé l'intelligence artificielle. Parce qu'à ce moment-là, justement, forcément, on est très rapide à le coller à un 0, je dirais. Donc, c'est pour ça que l'on parle de sensibilisation et utilisation éthique de l'intelligence artificielle. Non pas pour nous remplacer, parce que l'intelligence artificielle, ce n'est pas notre cerveau, parce que si on constate très bien, c'est nous qui donnons de la force à l'IA. Donc, pour ces élèves-là qui vont utiliser complètement l'IA pour nous finir un devoir, ils sont à blâmer, malheureusement.
mais à ce niveau, parce que cet exemple, justement, nous permettra de dire que voilà ce que l'IA fait quand on n'a pas de contrôle sur ce que nous lui demandons ou sur ce que nous lui demandons d'exécuter. Donc, à ce niveau, forcément, c'est l'étudiant qui sera blâmé. Parce qu'avec la prise d'information, on sait que l'IA est capable d'halluciner. Au moment où on connaît cette information-là, au moment où on a cette donnée, on sait très bien comment on peut réorienter notre manière de travailler et notre manière d'utiliser l'intelligence artificielle. Donc, à ce moment-là, c'est là où la culture de la donnée, encore une fois, est très importante. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre, nous d'abord en tant qu'humains, comme à la fin du cours je l'ai dit, en tant qu'humains, de juger ce que l'on va faire avant de le donner à l'intelligence artificielle et de juger ce que l'intelligence artificielle va nous sortir. Si à ce moment, si je prends exemple, moi je suis cet étudiant qui a eu à faire tout le devoir et je vous ai pondu des citations d'un auteur qui n'existe pas, je viens vous le présenter, ça c'est parce que je voulais m'en débarrasser. Excusez-moi d'être cru, mais c'est la vérité. Parce que justement, derrière, je ne me suis pas informé. Je n'ai pas fait preuve de culture de la data pour aller m'informer, savoir si est-ce que Jean Dupré existait. Si à ce moment il n'existait, si j'avais su qu'à ce moment il n'existait pas, j'aurais cherché une autre citation qui va dans le même sens, mais d'un auteur qui existe. Et là, justement, c'est une utilisation éthique et ça me permet d'apprendre. Pourquoi? Déjà, celui qui donne la citation, l'auteur, existe. Et à ce moment, donc, je peux avoir accès, par exemple, à plus d'informations vis-à-vis de l'auteur. Si on me demande encore qui était-il, par exemple. Et à ce moment, on sait que j'ai fait un travail assez structuré, accompagné justement de l'intelligence artificielle. Non pas que l'intelligence artificielle a tout fait à ma place. C'est un peu ça. Ok, merci. Merci. Je vous en prie. Alors, on a toujours M. Ivan Tamba, mais je ne sais pas s'il est disponible. Non, désolé, je vais baisser la main. Ok. Ah, c'est M. Steve donc qui n'avait pas baissé la main. Si vous pouvez baisser la main, s'il vous plaît, comme ça va remonter. Je vois Yo. Yo, je ne sais pas trop, Yo. J'ai activé votre micro, monsieur ou madame Yo. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. C'est madame Yo, c'est ça? Oui, c'est madame. Ah, C'est juste d'accord. le diminutif de Yolande. Ah, d'accord. Bonsoir, madame Yo. Bonsoir. Merci pour le cours qui était très bien présenté, dynamique et bien riche. Et justement, au cours du cours, vous avez parlé du projet Giga, mais vous n'êtes pas allé en profondeur. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît? Alors, le projet Giga, c'est un projet qui a été lancé en 2019, dont l'initiative était justement de faire en sorte que tous les établissements puissent être numérisés, tout simplement, afin de pouvoir, par exemple, avoir du matériel informatique, de la connexion au débit au niveau des établissements. C'est un projet qui, normalement, est censé être toujours en cours, afin, juste, vu qu'on rentre dans l'ère du numérique, il nous faut justement des établissements qui sont prêts justement à accueillir ces nouvelles pratiques. Donc, c'est ce que promet le projet Giga. C'est un bref. Après, je vous inviterai à consulter les sites de l'UNICEF, de l'UNICEF pour en savoir plus, par exemple. Ah, ok, mais c'est pas encore vulgarisé au niveau de toutes les écoles, apparemment. Non, Ah, ça prend du temps. ah, ok. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. Je vais baisser la main. Euh, Ah, Madame Huguette, Madame ou Mademoiselle, ce sera à vous de me dire. Madame Huguette, vous avez votre micro est activé.
Madame Huguette, personne? Ok, on dirait qu'elle ne répond pas. Monsieur Hans, vous avez déjà posé une question, hein? Oui, oui, j'avais déjà posé une question. Bon, j'ai aussi vu, parce que sur le chat, j'ai demandé tout à l'heure, quand on parle de la puissance d'une IA, parce qu'on en parle beaucoup, quand on parle de la puissance d'une IA, concrètement, on fait allusion à quoi? Est-ce que c'est la fiabilité des informations? Est-ce que c'est la vitesse de réaction, de réponse? Oui. Concrètement, ça veut dire que vous, les techniciens de la chose, quand on parle d'une IA, quand on dit par exemple que l'IA A est plus puissante que l'IA B, on fait allusion à quoi concrètement? Pour que nous, les profanes, nous comprenions. Alors, l'IA, normalement, hein, la puissance d'une IA dépend justement de la compréhension du contexte, la compréhension tout simplement du contexte. Il ne s'agit pas forcément de... Après aussi, parce que normalement, aujourd'hui, les modèles d'intelligence artificielle, ils sont, on va dire, designés. Alors, vous voyez ChatGPT, mais ChatGPT, c'est un tout. On a des modèles au niveau de ChatGPT que l'on peut utiliser selon le contexte d'utilisation. Supposons, moi, je suis dans la programmation. Je peux utiliser ChatGPT général pour m'aider dans mon code, mais si je veux justement un outil spécifique et spécialisé pour la programmation, j'irai utiliser un modèle de ChatGPT qui est spécialement plus entraîné sur le sujet. Donc, c'est un peu ça. Parce qu'aujourd'hui, on a le contexte, le texte du vidéo au texte, on a la compréhension de texte, les IA qui peuvent te faire du texte, qui peuvent t'écrire du texte, qui peuvent t'écrire des récits, les IA qui peuvent justement aider dans les mathématiques, dans la programmation, et bien encore. S'ajoute à ça justement la puissance en termes de rapidité. Ça dépend justement de ce qu'on appelle les paramètres de l'intelligence artificielle en lui-même. Parce que l'intelligence artificielle, en gros, ça a un poids qui lui permet comment dire, de jauger son intelligence. Plus il est lourd, plus il va, on va dire, prendre le temps de réfléchir. Et pour un qui a un poids un peu plus léger, il pourra répondre de manière contextuelle, de manière plus courte, mais plus rapide. Donc vraiment, en termes de puissance, ça va dépendre. Après, on peut comparer justement les différents types d'IA comme la dame a spécifié un peu dans les commentaires plus tôt. Quand on parle de ChatGPT, de DeepSeek, de Hugging Face et autres, là, il faut vraiment savoir où est-ce qu'une IA excelle pour pouvoir l'utiliser. Alors, je partagerai un lien où est-ce que l'on peut normalement regarder justement en ce qui concerne la puissance d'une IA. Je partagerai le lien de Lama Arena, qui est là où on consulte justement les différents benchmarks sur lesquels l'IA est entraînée, sur lesquels l'IA est testée, afin de voir quel IA, par exemple, est le plus performant pour les maths, le code ou le texte. Parce que là, ça dépend. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Est-ce que vous dites J? Parce que moi, j'ai constaté, parce que moi, quand même, pour préparer mes cours, j'utilise plusieurs IA à la fois. Je peux poser la même question à 3-4 IA différentes pour comparer les réponses, pour voir celles qui s'adaptent mieux à mon contexte. Et j'ai constaté que ChatGPT, c'est très bon, mais en matière d'éducation, ce n'est pas vraiment adapté à mes besoins. C'est-à-dire que ce n'est pas tout son truc. Il génère des bons textes, mais il y a des IA qui sont beaucoup plus spécialisées, on va dire ça comme ça. Oui, exactement. Parce que entre... Allez-y. Je disais donc, par exemple... Oui, allez-y, c'est bon. OK. Donc, comme je disais, c'est parce qu'aujourd'hui aussi, on rentre dans le contexte de l'agent IA. ChatGPT, c'est une IA, on va dire, à utilisation générale. Elle peut nous aider, par exemple, à brainstormer, à réfléchir. Cela étant dit, aujourd'hui,
on va dans le contexte où on peut créer justement des agents spécialisés. Donc, un agent spécialisé dans le domaine de l'éducation. C'est un agent à qui il faut dire comment est-ce que je prépare par exemple mes cours. Moi, en tant que professeur de mathématiques, par exemple, ou de data science, je vais dire comment est-ce que la data science est, comment est-ce que l'on structure nous nos cours et comment est-ce qu'on les prépare. Afin que, quand on lui donne un sujet, juste, vu que c'est un agent, il va suivre cette tâche et constituer le cours de la même manière qu'on la constitue dans notre pédagogie, tout simplement. Donc, au lieu d'utiliser seulement de manière générale l'intelligence artificielle, parce que oui, de manière générale, comme j'ai dit avant, il y a ce site que j'ai partagé le lien, il y a ce site où on peut voir quelle IA excelle dans quel domaine, et à travers cela, on peut savoir comment dicter à l'IA que voilà comment ça se passe au niveau des cours de mathématiques pour un professeur gabonais. Voilà comment je fais mes cours, voilà comment je les prépare, voilà ce que j'essaye de faire comprendre aux élèves, voilà comment même je teste mes élèves, voilà comment je déroule mes cours. Et à ce moment-là, il comprend que, ah ok, monsieur Hans, lui, il a l'habitude de procéder comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Vous pouvez maintenant, après qu'il ait eu cette information, justement, lui proposer justement soit d'affiner votre manière de faire ou de vous aider à préparer justement un certain cours. C'est pour ça qu'il faut toujours rester dans le fait de textualiser ce que l'on dit à l'intelligence artificielle, non pas seulement de lui donner une phrase à tout va et s'attendre à un résultat. Je conviens avec vous que la qualité du prompt est importante. Moi, par exemple, comment je procède? Je fais un prompt et je me fais aider par l'ingénierie de prompt pour avoir un prompt plus affiné, plus détaillé, que bien sûr, je corrige et adapte. Et ensuite, je fournis à l'IA un modèle. Je suis professeur d'espagnol, je lui dis, écoute, ma fiche de cours ressemble à ça. D'accord? Et à partir de tel contenu, je veux que tu me produises une fiche de cours qui ressemble à mon modèle à moi. Mais une version améliorée. Et quand il me produit sa version améliorée, le travail est souvent de bonne qualité, mais il nécessite toujours quelques réajustements nécessairement. Oui, exactement. C'est exactement ça. On a besoin de réajustements parce qu'il faut que la fiche réponde, parce que l'IA ne connaît pas le contexte de ma classe, ne connaît pas la réalité de mes enseignements. Par exemple, l'IA va vous proposer un cours où il y a un support vidéo de très bonne qualité, mais l'IA ne sait pas que dans mon établissement, il n'y a pas le courant, par exemple. Oui, c'est exactement, c'est vrai. Et c'est moi qui vais dire que non, le côté vidéo, je ne peux pas le faire parce que je sais que dans mon établissement, il n'y a pas le courant. Bon, ok. D'accord. Ben, merci beaucoup pour votre intervention. Merci beaucoup à vous aussi. Ok. Alors, je vois dans le chat certaines questions. Experts sur cette technologie, conseiller une qui convienne aux encadreurs pédagogiques pour suivre, conseiller et former les enseignants de façon plus efficace. Alors, je partirais, moi, normalement sur Gemini. J'explique pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, Google a créé justement des outils basés sur son intelligence artificielle. Donc, Gemini, c'est le modèle utilisé par Google comme l'IA générative de Google s'appelle Gemini. À côté de ça, ils ont créé des applications autour de Gemini qui permettent justement d'accomplir certaines tâches. J'ai parlé tout à l'heure de Notebook LM, qui est une IA de Google qui nous permet justement je vous dirais, de créer des podcasts, de créer des podcasts. Donc, c'est de générer des voix qui vont justement parler de votre sujet. Ça pourrait vous aider de créer des cartes justement à travers un thème, de dérouler plusieurs autres thèmes qui découlent de ce thème général, de faciliter, on va dire, le schéma d'apprentissage, de voir étape par étape comment se guider pour apprendre, par exemple, quelque chose.
Je l'utilisais beaucoup pour mes cours à moi et ça aidait beaucoup afin de pouvoir justement structurer l'idée. Et, et surtout, à côté de ça, excusez-moi, hein, je ne suis pas un génie, mais moi étant un flemmard aussi, quand j'utilisais ça, j'allais justement redonner les cours et les différentes sources qui peuvent aider justement à enrichir mon cours. Et de là, je générais le podcast. Pour les gens qui connaissent les podcasts, c'est juste des discussions. Et à ce moment, des personnes interagissent sur mon sujet de cours afin que je puisse le simplement parce que ça s'éloignait de juste le ton théorique, on va dire. Je ne juge personne, ok? Je ne juge aucun prof. Alors, il y a d'autres questions. Comment accéder à ces IA pour la fiche de cours? Bah, tout simplement en tapant sur Internet. En tapant sur Internet, en recherchant, on verra, je sais pas, Notebook LM. Vous verrez, c'est gratuit et utilisable par tout le monde. Vous pouvez télécharger sur votre téléphone aussi et télécharger sur votre ordinateur. Et une fois que vous vous connectez, ce sera lié. C'est un peu ça. Pouvez-vous nous mettre ici ces IA, s'il vous plaît? Alors, j'ai donné un lien. J'ai donné un lien. Je vais partager quand même le Notebook LM. Partage Notebook LM qui est là. Ouais, exactement. Un Notebook LM qui fait des podcasts. Alors, j'ai partagé le lien directement dans le chat hein, pour la personne qui voulait le lien. Bonsoir. Y a-t-il une IA qui est spécifique et sécurisée, spécifique à la sécurité informatique, notamment dans la cybersécurité? Alors, il s'agit encore une fois d'IA agentique, comme on dit. Donc, c'est un agent IA qui va permettre justement de répondre à tout ce qui est à tout le côté cybersécurité. Il y a des IA designés, je n'en connais pas vraiment. Il y en a une que j'ai déjà utilisée qui s'appelle Hacker AI, qui fait partie de tout ce qui est pentest et cybersécurité, donc réseau et autres. Mais l'utilisation aussi, par exemple, de Gemini ou ChatGPT serait bien au moment où justement on contextualise l'intelligence artificielle. Alors, y a-t-il d'autres personnes qui voudraient intervenir? Parce que je pense que nous arrivons bientôt au terme de notre session. Je vois. Allô? Oui, allô? Ah, Madame Huguette. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Là, on vous entend. Bonsoir. Ah, d'accord. Bonsoir. OK, j'ai deux questions. Je vous écoute. Vous m'entendez? Oui, oui. OK, merci pour tous ces contenus. J'ai deux questions. La première question, c'est en rapport avec la construction enfin, le projet de construction d'un centre de data center au Gabon. Oui. Et hier, Madame Melba disait que, en général, ces centres-là utilisent beaucoup d'énergie, beaucoup d'eau. Et ma question est de savoir, est-ce qu'avec les problèmes de pénurie d'eau qu'on a déjà au Gabon, ça ne va pas accentuer cette situation? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce qu'il y a un temps déterminé pour alimenter un centre, un data center? Est-ce qu'il y a un temps, une durée donnée pour que le centre soit suffisamment garni pour répondre aux besoins des utilisateurs? OK. Alors, pour la première question, effectivement, les data centers utilisent beaucoup l'énergie au niveau de l'eau. Et je ne sais pas si je dois dire, si je dois dire que ce sera un problème. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que le Gabon est bordé d'eau. Donc, à ce moment-là, ce n'est pas l'eau potable.
c'est plutôt l'eau de la mer et c'est à travers justement la mer que cette énergie sera prise. Donc, c'est à travers la diffusion sera faite au niveau marin. Normalement, les data centers comme celui de Microsoft, par exemple, qui est bordé dans l'océan Atlantique. Et c'est des trucs que l'on ne peut pas voir car ils sont faits par des spécialistes vraiment de manière très profonde dans l'eau. Donc, souvent, quand on a des problèmes au niveau de la connexion et autres, souvent, par exemple, pour la fibre optique, c'est quand ça passe au niveau de l'eau, quand un câble est coupé, par exemple. Maintenant, en ce qui s'agit de l'alimentation du data center, le data center est constamment alimenté. Il n'est jamais en pause de base. Il n'est jamais en pause. Il n'y a pas de délai. Ah, d'accord. OK, merci. Je vous en prie. Alors, 4 minutes, si je ne me trompe pas. Je pense qu'on devait se finir à 20h. Chez moi, oui, monsieur Anselme, enfin, monsieur ou madame, à Wama. Je pense que les collègues, ils ont quelques difficultés à comprendre un peu ce que c'est le data center et comment est-ce qu'ils peuvent s'imaginer. Il faut peut-être revenir sur une meilleure explication pour que les uns et les autres puissent comprendre. En fait, le data center, c'est comme un... Ah, ok, allez-y, allez-y. Donc, je disais que le data center, c'est comme un entrepôt d'un grand magasin, par exemple, c'est cadeau, qui, lorsqu'il fait des achats à l'étranger, il les stocke quelque part et toutes les fois que ces boutiques auront besoin, il va les alimenter. Donc, les data centers, en fait, c'est un espace que les entreprises ou les États construisent pour stocker les informations qui sont les leurs. Tout data center obéit bien entendu à certains critères et en fonction des besoins des utilisateurs, il y a les spécifications qui sont faites. Donc, un data center, c'est comme voilà, un entrepôt de données. Comme un entrepôt où les gens partent stocker, voilà, comme si je peux imaginer, voilà, c'est comme quand j'expliquais, en fait, comme je disais, de ce que ces cadeaux a un espace où ils stockent ces marchandises. Donc, pour l'État ou pour les grandes entreprises, c'est un espace où on stocke les données. Maintenant, ces data centers, en réalité, ont plusieurs sources d'énergie. Pour revenir un peu à la question de la dame, il y a d'abord une énergie autonome qui permet, par exemple, que lorsque la SCG n'alimente plus, eh bien, les générateurs, donc les groupes électrogènes qui sont spécifiques ou dédiés à ce data center-là, prennent le relais. Et derrière les groupes électrogènes, vous avez, comment on appelle ça, les batteries, ce qu'on appelle en informatique les GPS, donc les onduleurs. Donc, tous ces systèmes permettent de garantir la disponibilité du data center 24 sur 24. C'est juste un complément d'information que je voulais donner. Merci encore. Merci beaucoup. Ça a été clair. Merci beaucoup, oui, ça a été très clair. Enfin, c'est des éléments importants à citer. Et oui, merci beaucoup. Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus de... Je ne vois pas c'était quel IA. Parce que si c'était Notebook LM, je l'avais déjà donné. Et j'avais juste donné le lien pour le tableau de notes, là où on note l'IA. Ah, pour la cybersécurité, d'accord. OK. Attends.
Oui. Mhm. Alors, bon, malheureusement, de mon côté, je ne vois plus le lien, mais je vais la laisser dans le chat ou même dans le groupe plus tard afin que vous puissiez la voir. Je le partagerai après, je vais le rechercher et une fois l'avoir retrouvé, je vais vous l'envoyer. Donc, encore, je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette session. Il est 20h01, on a débordé d'1 minute, mais ce n'est pas grave. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, présent aujourd'hui, pour comprendre justement la culture de la donnée et l'importance justement de comprendre que l'IA est dirigée par les données. Et on se retrouve encore demain avec un nouvel intervenant et j'espère que vous serez là tout au long de ce module afin de comprendre un peu plus l'importance d'utiliser l'IA et l'importance justement de comprendre la valeur de la donnée dans notre domaine, dans nos domaines et surtout pour le Gabon. Merci beaucoup et bonne soirée à tout le monde. Merci, pareillement.